Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, Le Port. Sorti du Havre le 3 mai 1882 pour un voyage dans les mers de Chine, le 3-mâts carré Notre-Dame des Vents rentra au port de Marseille le 8 août 1886, après 4 ans de voyage. Son premier chargement, déposé dans le port chinois où il se rendait, il avait trouvé sur le champ un fret nouveau pour Buenos Aires et, de là, avait pris des marchandises pour le Brésil. D'autres traversées, encore des avaries, des réparations, les calmes de plusieurs mois, les coups de vent qui jettent hors de la route, tous les accidents, aventures et mésaventures de mer, enfin, avaient tenu loin de sa patrie ce 3-mâts normand qui revenait à Marseille, le ventre plein de boîtes de fer blanc contenant des conserves d'Amérique. Au départ, il avait à bord, outre le capitaine et le second, 14 matelots, 8 Normands et 6 Bretons. Au retour, il ne lui restait plus que 5 Bretons et 4 Normands. Le Breton était mort en route, les 4 Normands disparus en des circonstances diverses avaient été remplacés par 2 Américains, un nègre et un Norvégien racolé un soir dans un cabaret de Singapour. Le gros bateau, les voiles carguées, vergue en croix sur sa mâture, traîné par un remorqueur marseillais qui haletait devant lui, roulant sur un reste de houle que le calme survenu laissait mourir tout doucement, passa devant le château d'If, puis sous tous les rochers gris de la rade que le soleil couchant couvrait d'une buée d'or, et il entra dans le vieux port où sont entassés, flanc contre flanc, le long des quais, tous les navires du monde, pêle-mêle, grands et petits, de toutes formes et de tout gréement, trempant comme une bouillabaisse de bateaux en ce bassin trop restreint, plein d'eau putride où les coques se frôlent, se frottent, semblent mariner dans un jus de flotte. Notre-Dame des Vents prit sa place entre un brick italien et une goélette anglaise qui s'écartèrent pour laisser passer ce camarade. Puis, quand toutes les formalités de la douane et du port eurent été remplies, le capitaine autorisa les 2 tiers de son équipage à passer la soirée dehors. La nuit était venue, Marseille s'éclairait. Dans la chaleur de ce soir d'été, un fumet de cuisine à l'ail flottait sur la cité bruyante, pleine de voix, de roulements, de claquements, de gaieté méridionale. Dès qu'ils se sentirent sur le port, les 10 hommes que la mer roulait depuis des mois se mirent en marche tout doucement, avec une hésitation d'être dépaysés, désaccoutumés des villes, 2 par 2 en procession. Ils se balançaient, s'orientaient, flairant les ruelles qui aboutissent au port, enfiévrés par un appétit d'amour qui avait grandi dans leur corps pendant leurs derniers 70 jours de mer. Les Normands marchaient en tête, conduits par Célestin Duclos, un grand gars fort et malin qui servait de capitaine aux autres chaque fois qu'il mettait pied à terre. Il devinait les bons endroits, inventait des tours de sa façon et ne s'aventurait pas trop dans les bagarres si fréquentes entre matelots dans les ports. Mais quand il y était pris, il ne redoutait personne. Après quelques hésitations entre toutes les rues obscures qui descendent vers la mer, comme des égouts et dont sortent des odeurs lourdes, une sorte d'haleine de bouge, Célestin se décida pour une espèce de couloir tortueux où brillaient, au-dessus des portes, des lanternes en saillie portant des numéros énormes sur leurs verres dépoli colorés. Sous la voûte étroite des entrées, des femmes en tablier, pareilles à des bonnes, assises sur des chaises de paille, se levaient en les voyant venir, faisant 3 pas jusqu'au ruisseau qui séparait la rue en 2 et coupait la route à cette file d'hommes qui s'avançaient lentement, en chantonnant et en ricanant, allumés déjà par le voisinage de ces prisons de prostituées. Quelquefois, au fond d'un vestibule apparaissait, derrière une seconde porte ouverte soudain et capitonnée de cuir brun, une grosse fille dévêtue, dont les cuisses lourdes et les mollets gras se dessinaient brusquement sous un grossier maillot de coton blanc. Sa jupe courte avait l'air d'une ceinture bouffante, et la chair molle de sa poitrine, de ses épaules et de ses bras faisait une tache rose sur un corsage de velours noir brodé d'un galon d'or. Elle appelait de loin. « Venez-vous, joli garçon ?» Et parfois sortait elle-même pour s'accrocher à l'un d'eux et l'attirer vers sa porte de toute sa force, cramponnée à lui comme une araignée qui traîne une bête plus grosse qu'elle. L'homme, soulevé par ce contact, résistait mollement, et les autres s'arrêtaient pour regarder, hésitant entre l'envie d'entrer tout de suite et celle de prolonger encore cette promenade appétissante. Puis, quand la femme, après des efforts acharnés, avait attiré le matelot jusqu'au seuil de son logis, où toute la bande allait s'engouffrer derrière lui, Célestin Duclos, qui s'y connaissait en maison, criait soudain « Entre pas là, marchand, c'est pas l'endroit !» L'homme alors, obéissant à cette voix, se dégageait d'une secousse brutale, et les amis se reformaient en bande, poursuivis par les injures immondes de la fille exaspérée,
tandis que d'autres femmes, tout le long de la ruelle, devant eux, sortaient de leurs portes attirées par le bruit et lançaient avec des voix enrouées des appels pleins de promesses. Ils allaient donc de plus en plus allumés entre les cajoleries et les séductions annoncées par le cœur des portières d'amour de tout le haut de la rue, et les malédictions ignobles lancées contre eux par le cœur d'en bas, par le cœur méprisé des filles désappointées. De temps en temps, ils rencontraient une autre bande, des soldats qui marchaient avec un battement de fer sur la jambe, des matelots encore, des bourgeois isolés, des employés de commerce. Partout s'ouvraient de nouvelles rues étroites, étoilées de fanaux louches. Ils allaient toujours dans ce labyrinthe de bouges, sur ces pavés gras où suintaient des eaux putrides, entre ces murs pleins de chair de femme. Enfin Duclos se décida, et s'arrêtant devant une maison d'assez belle apparence, il y fit entrer tout son monde. La fête fut complète. 4 heures durant, les 10 matelots se gorgèrent d'amour et de vin. 6 mois de solde y passèrent. Dans la grande salle du café, ils étaient installés en maîtres, regardant d'un œil malveillant les habitués ordinaires qui s'installaient aux petites tables dans les coins, où des filles, demeurées libres, vêtues en gros baby ou en chanteuses de café-concert, couraient les servir puis s'asseyaient près d'eux. Chaque homme, en arrivant, avait choisi sa compagne, qu'il garda toute la soirée, car le populaire n'est pas changeant. On avait rapproché 3 tables, et après la première rasade, la procession dédoublée, accrue d'autant d'hommes et de femmes qu'il y avait de Mathurins, s'était reformée dans l'escalier. Sur les marches de bois, les 4 pieds de chaque couple sonnèrent longtemps, pendant que s'engouffrait dans la porte étroite qui menait aux chambres ce long défilé d'amoureux. Puis on redescendit pour boire, puis on remonta de nouveau, puis on redescendit encore. Maintenant, presque gris, ils gueulaient. Chacun d'eux, les yeux rouges, sa préférée sur les genoux, chantait ou criait, tapait à coups de poing sur la table, s'entonnait du vin dans la gorge, lâchait en liberté la brute humaine. Au milieu d'eux, Célestin Duclos, serrant contre lui une grande fille aux joues rouges, à cheval sur ses jambes, la regardait avec ardeur. Moins ivre que les autres, non qu'il eût moins bu, il avait encore d'autres pensées, et plus tendres cherchait à causer. Ses idées le fuyaient un peu, s'en allaient, revenaient, et disparaissaient sans qu'il pût se souvenir au juste de ce qu'il avait voulu dire. Il riait, répétant « Pour l'or, v'là longtemps que t'es ici. » « 6 mois, répondit la fille. Il eut l'air content pour elle, comme si c'eût été une preuve de bonne conduite. Il reprit « Aimes-tu c'te vie-là » Elle hésita, puis résignée. « On s'y fait. C'est pas plus embêtant qu'autre chose. Être servante ou bien rouleuse, c'est toujours des sales métiers. » Il eut l'air d'approuver encore cette vérité. « T'es pas d'ici, dit-il » Elle fit non de la tête sans répondre. « T'es de loin » Elle fit oui de la même façon. « D'où ça » Elle parut chercher, rassembler ses souvenirs, puis murmura. « De Perpignan. » Il fut de nouveau très satisfait et dit « Ah oui. » À son tour, elle demanda « Toi, t'es marin ?»« Oui, ma belle. »« Tu viens de loin ?»« Ah oui, j'en ai vu des pays, des ports et de tout. »« T'as fait le tour du monde, peut-être ?»« Je te crois, plutôt 2 fois qu'une. » De nouveau, elle parut hésiter, chercher en sa tête une chose oubliée, puis d'une voix un peu différente, plus sérieuse. « T'as rencontré beaucoup de navires dans tes voyages ?»« Je te crois, ma belle. »« T'aurais pas vu Notre-Dame-des-Vents par hasard ?» Il ricana. « Pas plus tard que l'autre semaine. » Elle pâlit, tout le sang quittant ses joues, et demanda « Vrai, bien vrai ?»« Vrai, comme je te parle. »« Tu mens pas, au moins. » Il leva la main. « Devant le bon Dieu, dit-il. »« Alors, sais-tu si Célestin Duclos est toujours dessus ?» Il fut surpris, inquiet, voulut, avant de répondre, en savoir davantage. « Tu le connais ?» À son tour, elle devint méfiante. « Oh, pas moi, c'est une femme qu'il connaît. »« Une femme d'ici ?»« Non, d'à côté. »« Dans la rue ?»« Non, dans l'autre. »« Qu'est femme ?»« Mais une femme donc, une femme comme moi. »« Qu'est li veut, c'te femme ?»« Je sais t'y aimer, qu'est pas c'est. » Ils se regardèrent au fond des yeux pour ses pieds, sentant, devinant que quelque chose de grave allait surgir entre eux. Il reprit. « Je peux-tu la voir, c'te femme ?» Quoi que tu l'y dirais. J'y dirais que j'ai vu Célestin Duclos. Il se portait bien au moins. Comme toi et moi, c'est un gars. Elle se tut encore, rassemblant ses idées, puis avec lenteur. Où est-ce qu'elle allait, Notre-Dame-des-Vents ? Mais à Marseille, donc. Elle ne put réprimer un sursaut. Ben vrai ? Ben vrai. Tu le connais, Duclos ? Oui, je le connais. Elle hésita encore, puis tout doucement.
Ben, c'est ben. Qu'est-ce que tu l'y veux? Écoute, tu lui diras... Non, rien. Il la regardait toujours, de plus en plus gêné. Enfin, il voulut savoir. Tu le connais y tout, t'es? Non, dit-elle. Alors, qu'est-ce que tu l'y veux? Elle prit brusquement une résolution, se leva, courut au comptoir où trônait la patronne, saisit un citron qu'elle ouvrit et dont elle fit couler le jus dans un verre. Puis elle emplit d'eau pure ce verre et le rapportant. Bois ça. Pourquoi? Pour faire passer le vin, je te parlerai d'ensuite. Il but docilement, essuya ses lèvres d'un revers de main, puis annonça. Ça y est, je t'écoute. Tu vas me promettre de ne pas l'y compter que tu m'as vu, ni de qui tu sais ce que je te dirai, faut jurer. Ça, je le jure. Sur le bon Dieu? Sur le bon Dieu. Eh ben, tu lui diras que son père est mort, que sa mère est morte, que son frère est mort, tous trois en un mois, de fièvre typhoïde, en janvier 1883, v'là 3 ans et demi. À son tour, il sentit que tout son sang lui remuait dans le corps, et il demeura pendant quelques instants tellement saisi qu'il ne trouvait rien à répondre. Puis il douta et demanda. « T'es sûr ?»« Je suis sûr. »« Qui te l'a dit ?» Elle posa les mains sur ses épaules et le regardant au fond des yeux. « Tu jures de ne pas bavarder ?»« Je le jure. »« Je suis sa sœur. » Il jeta ce nom malgré lui. « Françoise ?» Elle le contempla de nouveau fixement, puis, soulevée par une épouvante folle, par une horreur profonde, elle murmura tout bas, presque dans sa bouche. « Oh, c'est toi, Célestin ?» Ils ne bougèrent plus, les yeux dans les yeux. Autour d'eux, les camarades hurlaient toujours. Le bruit des verres, des poings, des talons scandant les refrains et les cris aigus des femmes se mêlaient au vacarme des chants. Il la sentait sur lui, enlacée à lui, chaude et terrifiée, sa sœur. Alors tout bas, de peur que quelqu'un l'écoutât, si bas qu'elle-même l'entendit à peine. « Malheur, j'avons fait de la belle besogne. » Elle eut, en une seconde, les yeux pleins de larmes et balbutia. « C'est-il de ma faute ?» Mais lui, soudain. « Alors, ils sont morts ?»« Ils sont morts. »« Le P, la Mé et le Fré ?»« Les trois en un mois, comme je t'ai dit. J'ai resté seul, sans rien que mes hardes, vu que je devions le pharmacien, le médecin et l'enterrement des trois défunts que j'ai payé avec les meubles. J'entrais pour l'heure comme servante chez Maître Cacheux, tu sais bien, le boiteux. J'avais 15 ans tout juste à ce moment-là, puisqu'il était parti quand j'en avais point 14. J'ai fait une faute avec lui. On est si bête quand on est jeune. Puis j'allais comme bonne du notaire, qui m'a aussi débauché et qui me conduisit au Havre dans une chambre. Bientôt il n'est point revenu, et j'ai passé 3 jours sans manger, et puis ne trouvant pas d'ouvrage, je suis entré en maison comme bien d'autres. J'en ai vu aussi du pays, moi, et du sale pays, Rouen, Évreux, Lille, Bordeaux, Perpignan, Nice, et puis Marseille, où me v'là. Les larmes lui sortaient des yeux et du nez, mouillaient ses joues, coulaient dans sa bouche. Elle reprit. « Je te croyais mort aussi, mon pauvre Célestin. » Il dit. « Je t'aurais point reconnu, mais t'étais si petite alors, et te v'là si forte. Mais comment que tu m'as point reconnu, Elle eut un geste désespéré. « Je vois tant d'hommes qui me semblent tous pareils. » Il la regardait toujours au fond des yeux, étreint par une émotion confuse et si forte qu'il avait envie de crier comme un petit enfant combat. Il la tenait encore dans ses bras, à cheval sur lui, les mains ouvertes dans le dos de la fille, et voilà qu'à force de la regarder, il la reconnut enfin, la petite sœur laissée au pays, avec tous ceux qu'elle avait vus mourir, elle, pendant qu'il roulait sur les mers. Alors, prenant soudain dans ses grosses pattes de marin cette tête retrouvée, il se mit à l'embrasser comme on embrasse de la chair fraternelle. Puis des sanglots d'homme, longs comme des vagues, montèrent dans sa gorge, pareils à des hoquets d'ivresse. Il balbutiait. « Te v'là, te revoilà, Françoise, ma petite Françoise. » Puis tout à coup il se leva, se mit à jurer d'une voix formidable en tapant sur la table, d'un tel coup de poing que les verres culbutés se brisèrent. Puis il fit 3 pas, chancela, étendit les bras, tomba sur la face. Et il se roula par terre en criant, en battant le sol de ses 4 membres et en poussant de tels gémissements qu'il semblait des râles d'agonie. Tous ses camarades le regardaient en riant. « Il est rien sous, dit l'un. « Faut le coucher, dit l'autre. S'il sort, on va le fiche au bloc. » Alors, comme il avait de l'argent dans ses poches, la patronne offrit un lit, et les camarades, ivres eux-mêmes à ne pas tenir debout, le hissèrent par l'étroit escalier jusqu'à la chambre de la femme qu'il avait reçue tout à l'heure, et qui demeura sur une chaise, au pied de la couche criminelle, en pleurant autant que lui jusqu'au matin.